Bonjour cher ami. Et bienvenue. Il est né dans une famille modeste, mais son immense talent lui a ouvert les portes de la célébrité, du succès et de l'argent. Malheureusement, il a également connu le côté sombre de la réussite et a touché le fond. Voyez comment le nom de son célèbre groupe est né, qui a écrit ses plus grands succès, comment il a réussi à surmonter le monde de la drogue et ce qui s'est passé lorsqu'il a été diagnostiqué avec une maladie mortelle et rapide. Voici l'histoire de l'une des meilleures voix des années 80, Lewis du groupe Foreigner. Le médecin lui a dit qu'il avait une tumeur au cerveau de la taille d'un œuf et qu'elle continuait de croître. Ils ont dit qu'elle était inopérable et qu'il valait mieux qu'il mette ses affaires en ordre car il n'avait que 90 jours à vivre. Lewis a dit « J'avais 46 ans et j'étais condamné à mort. Ils m'ont renvoyé chez moi pour mourir. » Son vrai nom est Lewis Andrew Gomao, né le 2 mai 1950 à Rochester, New York, dans une famille de classe moyenne qui aimait la musique. Le père de Lewis, Ben Gomao, d'origine italienne, était trompettiste dans un orchestre de swing. Sa mère, Nikki Gomao, également d'origine italienne, a rencontré Ben lors de l'une de ses performances et elle était une chanteuse semi-professionnelle. Peu de temps après leur rencontre, le couple s'est marié et 3 enfants sont nés de cette union, Ben l'aîné, Lewis le cadet, et Richard le plus jeune. La musique remplissait constamment la maison familiale et les parents encourageaient les enfants à jouer des instruments de musique. Ben a choisi la trompette, Richard la guitare, et Lewis a excellé dès son plus jeune âge à la batterie. Lewis a eu une enfance paisible, jouant dehors avec ses amis sans souci. Il passait la plupart de la journée à jouer au baseball en plein air, ne rentrant chez eux que pour manger. De nombreuses fois, Lewis faisait des bêtises avec ses frères et leurs parents les attendaient avec une lanière de cuir à la main pour leur donner une bonne fessée. Cependant, cette punition était un petit prix à payer pour leurs aventures, comme ce fut le cas pour beaucoup d'entre nous qui avons eu une enfance similaire. Vous en faisiez partie ? Partagez vos souvenirs d'enfance dans les commentaires ci-dessous. À l'âge de 11 ans, Lewis excellait déjà à la batterie. Il est curieux que, durant son enfance, Lewis n'ait jamais fait partie d'une chorale d'enfants ni montré d'intérêt pour le chant. Personne ne soupçonnait qu'il deviendrait une légende de la musique et qu'un jour le prestigieux magazine Rolling Stone l'appellerait le Pavarotti des ballades rock. Le père de Lewis détestait le rock, mais lui et ses frères ont découvert Elvis Presley et les Beatles et sont tombés amoureux du genre. Ils ont commencé à collectionner des disques vinyles et à ajouter d'autres artistes de l'époque tels que les Rolling Stones et les Everly Brothers. En 1965, alors que Lewis avait 15 ans, sa petite amie de l'époque lui a offert un cadeau merveilleux, des billets pour voir les Rolling Stones qui venaient en ville pour se produire. Lewis était ravi, mais il savait que son père ne lui donnerait jamais la permission d'aller au concert, alors il n'a même pas demandé. Le soir du spectacle, après le dîner, il est monté dans sa chambre, s'est coiffé, a mis quelques dollars dans sa poche et a planifié son plan d'évasion de la maison. Il n'avait qu'une seule issue, la porte d'entrée. Il savait que la seule façon d'y parvenir était de courir aussi vite qu'il pouvait en bas des escaliers et de sortir par la porte d'entrée. Le concert a été spectaculaire. Il est rentré chez lui le lendemain et a reçu une punition d'1 mois de la part de son père qui lui a dit qu'il était très déçu de lui. De nombreuses années plus tard, Lewis a partagé la scène avec les Rolling Stones et a joué devant 880 000 personnes. Après le concert, il a appelé chez lui et a dit à son père « Et papa, tu te souviens quand je suis sorti en cachette pour voir les Stones ? Eh bien, devinez quoi, je l'ai refait aujourd'hui. » Nous avons tous les deux ri et nous voulions pleurer. Entre 16 et 20 ans, Lewis a appartenu à plusieurs groupes amateurs, initialement en tant que batteur, mais il s'est progressivement impliqué dans le chant, qu'il a rapidement découvert être naturel pour lui. Le plus réussi de ces groupes s'appelait Black Sheep, avec lequel Lewis a connu un succès local, enregistré quelques singles et même réussi à ouvrir des concerts pour Procol Harum, qui s'était de Nugent. Ils étaient très proches de devenir célèbres, mais malheureusement, le groupe s'est dissous après un accident de voiture où ils ont perdu la plupart de leurs instruments. Puis, en 1975, à l'âge de 25 ans, Lewis a dû recourir à l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. Lewis Gomazio est tombé dans une profonde dépression, se sentant comme le plus grand échec du monde, ayant été si proche de la célébrité dans la musique, mais tout s'était effondré. Cependant, en 1976, il a reçu l'appel qui allait changer sa vie.
Il a été contacté par un homme nommé Mick Jones, membre d'un groupe appelé Spooky Tot, que Lewis avait rencontré lors d'un concert avec son précédent groupe. Mick lui a dit qu'il formait un nouveau groupe et qu'il voulait qu'il soit le chanteur. Lewis a volé jusqu'à New York pour une audition en avril 1976 et a été immédiatement accepté. Le groupe original se composait de 6 membres, les Britanniques Mick Jones, Ian MacDonald et Denny Elliott, ainsi que les Américains Al Greenwood et Ed Gagliardi. Le groupe a été nommé Foreigner. Inspiré par le fait qu'ils étaient formés de 3 Britanniques et de 3 Américains, les 6 amis ont travaillé très dur pour créer des chansons originales, bien que chacun ait contribué avec des idées. La plupart des chansons à succès du groupe ont été écrites par Mick Jones et Louis Gomaho, qui se complétaient très bien et passaient beaucoup de temps ensemble à écrire et à faire la fête. Pendant cette période, Lewis a commencé à augmenter sa consommation d'alcool et a également commencé à utiliser de la cocaïne pour pouvoir travailler jusqu'à tard et ne pas laisser l'inspiration s'échapper. En quelques mois, les amis avaient plus d'une douzaine de chansons prêtes. En octobre 1976, ils obtiennent leur premier contrat avec Atlantic Records et, au début de 1977, le premier single du groupe a été publié, intitulé Feel Like the First Time. Le succès de la chanson a surpris les jeunes hommes et a atteint la 4e place du Billboard Hot 100. Les 3 premiers singles de Foreigner ont été inclus dans leur album de début, sorti en mars 1977 et portant le nom du groupe. Cet album a connu des ventes incroyables, dépassant les 4 millions d'exemplaires et recevant de multiples disques de platine. Lorsque Lewis a reçu le premier chèque pour les ventes de l'album, il n'en croyait pas ses yeux, le montant était à 6 chiffres, plus d'argent qu'il n'en avait jamais rêvé. Les amis ont célébré le succès avec une énorme fête, buvant jusqu'à l'aube, visitant différents clubs, consommant de la drogue et de l'alcool et passant du temps avec de nombreuses femmes. En juin 1978, le 2e album du groupe est sorti, intitulé Double Vision, contenant 10 chansons. Les titres Blue Morning, Blue Day, Hot Blooded et la chanson titre Double Vision ont eu beaucoup de succès. Blue Morning, Blue Day a atteint la 15e place du Billboard Hot 100, Hot Blooded a atteint la 3e place et Double Vision la 2e place. Les garçons de Foreigner étaient ainsi consacrés comme l'un des groupes les plus réussis et importants du moment. En juin 1979, le premier fils de Louis Gomaho, Nick, est né. Lewis avait épousé une jeune femme nommée Rosen 4 ans plus tôt, mais il avait manqué toute la grossesse parce qu'il était en tournée. Lewis a déclaré à plusieurs reprises qu'à cette époque, il se sentait être un mauvais mari et un mauvais père, et ses sentiments l'ont poussé à boire encore plus pour essayer de mitiger la culpabilité qu'il ressentait. L'enregistrement du prochain album a été chaotique. Avant même de jouer une seule note, tout le monde buvait 2 ou 3 bouteilles de champagne et consommait des drogues. Parfois, il finissait tellement intoxiqué qu'il ne pouvait enregistrer quoi que ce soit de valable jusqu'au lendemain. Malgré tout, ils ont réussi à terminer les chansons du 3e album, intitulé Head Game, qui est sorti le 11 septembre 1979. Ce travail a reçu des critiques sévères, mais il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui était bien mais bien en dessous des ventes de leurs 2 premiers albums. La chanson la plus réussie de l'album était Dirty White Boy, qui a atteint la 12e place du Billboard Hot 100. Foreigner se consolide comme l'un des groupes les plus réussis et importants du moment. Depuis le début du groupe, Lewis et Mick Jones sont devenus les 2 figures de proue du leadership. Tous 2 ont décidé à ce moment-là qu'après l'échec du 3e album, il fallait des changements substantiels dans le groupe.
Il n'y a pas longtemps, ils avaient déjà remplacé le bassiste Ed Gagliardi par Rick Wills. D'ailleurs, Ed s'est évanoui quand ils lui ont annoncé qu'il était viré, mais maintenant les changements seraient encore plus drastiques. Lewis et Mike ont décidé qu'ils ne seraient plus un sextuor mais un quatuor et ont informé Ian MacDonald et Al Greenwood qu'ils devaient partir. Après le choc initial, ils ont pris leurs affaires, ont maudit Lewis et Mick et sont partis en colère. Pendant l'été 1980, Lewis et Mike ont commencé à écrire et enregistrer des chansons pour le 4e album. Selon Lewis, les choses n'allaient pas bien dans le groupe, il y avait de la complaisance et de l'ennui. Malgré tout, ils savaient tous les deux que le prochain album devait être très bon, car s'ils répétaient l'échec de leur dernier album, ce pourrait être la fin du groupe. Ironiquement, quand les choses semblaient aller mal, Foreigner a sorti ce qui est considéré comme le meilleur album de leur carrière, contenant certains de leurs plus grands classiques. Dans l'histoire de la musique mondiale, le 4e album était intitulé Foreigner 4 et est sorti sur le marché le 6 juillet 1981. Le premier single qu'ils ont sorti était Urgent, une excellente piste qui a grimpé jusqu'à la 4e place du Billboard Hot 100 et a ouvert la voie à 2 autres succès de l'album, Jukebox Hero, qui a atteint la 26e place, et Waiting for a Girl Like You, qui a atteint la 2e place du classement. L'album a été un succès total. En seulement un mois, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Lewis est rentré chez lui auprès de sa femme et de son fils Nick. Elle n'était pas heureuse des longues périodes pendant lesquelles Lewis disparaissait de la maison, mais malgré cela, ils ont essayé de se réconcilier. Roseanne est tombée enceinte de leur 2e enfant, qui est né en 1983 et a été nommé Maro. L'histoire s'est répétée avec le 2e enfant de Lewis, il n'avait que quelques mois lorsque Lewis a dû repartir de l'autre côté du pays pour travailler sur le prochain album de Foreigner. Cela a été très mauvais pour sa famille. Lorsque Mick et Lewis ont recommencé à travailler, il y avait un problème sérieux. Malgré le succès de leur 4e album, Ian MacDonald sentait que Foreigner perdait son essence rock. L'album a été un échec total. Le nouveau chanteur a été renvoyé et le groupe Foreigner s'est retrouvé en limbe, officiellement non dissous, mais sans chanteur. À cette époque, le mariage de Lewis ne tenait plus et les papiers du divorce ont été signés. Lewis est tombé dans une profonde dépression mais a essayé de continuer dans la musique et a fondé quelques petits groupes qui n'ont pas eu de succès. Lewis Gomao touchait le fond, mais en novembre 1991, quelque chose s'est passé qui allait marquer sa vie à jamais. Écoutons les mots du chanteur lui-même. Mon addiction est devenue si féroce que je ne pouvais vraiment plus attendre de quitter le studio ou la scène pour me droguer avec de la cocaïne et de la vodka. Mais mon moment de vérité est venu. Je venais de donner un concert à New York et quand la musique s'est terminée, la fête a commencé. Tout était là, tout ce qu'un alcoolique ou un drogué pouvait désirer. J'ai fini tellement intoxiqué que je ne me souviens même pas de ce que j'ai bu, fumé ou sniffé cette nuit-là. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivé dans ma chambre vers 5 heures du matin, complètement dégoûté de moi-même. Je pensais vraiment que j'allais mourir. J'avais retrouvé la sobriété auparavant, mais je rechutais toujours. Cependant, ce matin était différent. J'en avais marre de moi-même, dégoûté d'être cette personne qui utilisait la drogue et l'alcool comme excuse pour tout. Je me souviens d'avoir pleuré amèrement, de m'être agenouillé et d'avoir supplié Dieu de m'aider. S'il vous plaît, Seigneur, aidez-moi à changer et à cesser d'être cette personne méprisable. J'avais entendu parler du centre de traitement Hazelden au Minnesota et j'étais convaincu qu'ils étaient la réponse. Quand j'ai cessé de pleurer et me suis ressaisie, j'ai appelé mon avocat et il m'a trouvé un vol pour le lendemain. À Hazelden, Lewis a commencé à vivre une transformation spirituelle. Il a rencontré un prêtre qui le mettait très à l'aise et l'aidait à surmonter la culpabilité et le remords qu'il ressentait.
Lewis a passé plusieurs mois en récupération, à sa sortie, il sentait qu'il avait réussi. Ce serait une lutte quotidienne pour ne pas retomber dans l'addiction, mais maintenant il était plus fort et, avec l'aide de Dieu, il pouvait y arriver. Et il l'a fait. Au cours des décennies suivantes, il réussit à rester à l'écart de l'alcool et des drogues, ce qui est tout à son honneur. Malgré la bonne nouvelle de sa sobriété, Lewis attendait l'épreuve la plus difficile de sa vie. En 1996, il a commencé à ressentir de sévères maux de tête qu'il ne pouvait soulager, une vision floue et des pertes de mémoire. Il pensait qu'il était stressé et que tout allait s'arranger, mais lorsqu'il a finalement consulté un médecin, le diagnostic était dévastateur. On a découvert que Lewis avait une tumeur au cerveau de la taille d'un œuf près du lobe frontal. La tumeur était inopérable et le médecin a dit à Lewis qu'il valait mieux mettre ses affaires en ordre car il avait environ 3 mois à vivre. Le chanteur a quitté le cabinet du médecin pâle, les jambes tremblantes et incapable de parler. Lewis a ensuite pris rendez-vous avec le neurologue le plus prestigieux et célèbre de New York pour un deuxième avis, et il a confirmé le diagnostic, il lui restait moins de 90 jours à vivre. Il avait 46 ans et était condamné à mort. Ils l'ont renvoyé chez lui pour mourir. Le chanteur était dévasté, chaque jour qui passait était une torture. Il ne pouvait pas dormir, il pleurait fréquemment, il s'excusait auprès de ses enfants et appelait plusieurs amis pour leur dire au revoir. La situation était incroyablement dramatique, mais ensuite quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un jour, en regardant la télévision, Lewis a vu un reportage sur un certain Dr Peter Black qui expérimentait une technique laser nouvelle et révolutionnaire pour enlever des tumeurs difficiles et obtenir des résultats incroyables. Il a immédiatement contacté le médecin, a expliqué son cas et a pris rendez-vous. Après les examens initiaux et à la grande joie et surprise de Lewis, le docteur Black lui a dit qu'il y avait de bonnes chances de pouvoir enlever la tumeur. En avril 1997, le chanteur a subi une longue, dangereuse et compliquée chirurgie au cours de laquelle ils ont réussi à enlever 98% de la tumeur au cerveau. Les 2% restants ont été ensuite éliminés par radiation. Cependant, il y a eu des complications. La chirurgie et les traitements de radiation ont détruit ses glandes pituitaires et surrénales, ce qui a causé une prise de poids considérable dans les mois et les années suivantes. De plus, une autre conséquence a été que Lewis Gomao a perdu sa voix et a dû réapprendre à parler pratiquement, un processus qui a duré de nombreux mois. Mais il avait sauvé sa vie. Après une longue récupération, Lewis a réussi à revenir à sa grande passion, la musique. Grâce à ses grandes capacités vocales, il a réussi à récupérer une grande partie de sa voix. Il n'a pas pu retrouver toute sa force, mais compte tenu de tout ce qu'il a traversé, ses performances actuelles sont assez acceptables. De plus, il a réussi à apaiser les choses avec Mick Jones, au fil des ans, ils ont de nouveau enregistré ensemble et se sont produits en live. Ils ne sont pas redevenus les meilleurs amis qu'ils étaient autrefois, mais au moins ils se tolèrent. Foreigner a continué avec un autre chanteur nommé Kelly Hansen, de son côté, Lewis s'est remarié, a eu des jumeaux en 2000 et a continué à faire partie de divers projets musicaux. Il n'a plus la même voix en raison des séquelles de la tumeur au cerveau, mais nous lui devons honneur et respect pour les grands classiques qu'il nous a offerts et que les amateurs de bonne musique pourront apprécier pour le reste de notre vie. Eh bien, mes amis, c'est l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Veuillez vous abonner à notre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.